Bien, donc voilà, encore une fois, merci pour cette introduction et bienvenue à tous et à toutes. Donc, alors effectivement, on a changé un peu le thème, le thème de la session. Alors, il faut dire que la session a été une première fois retardée à cause de la grève, une deuxième fois à cause du Covid. Enfin, c'était la session improbable et impossible. Et finalement, on réussit à la faire. Donc, alors, ce que je voudrais faire effectivement, c'est, le titre le suggère, c'est repartir après la crise, mais comment? Alors, évidemment, on a tous compris qu'on n'est pas du tout après la crise, hein, on est plutôt pendant, voire devant, mais c'était un peu l'idée à maintenant presque 5 semaines de confinement, de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les organisations, comment est-ce qu'elles ont réagi, comment est-ce qu'elles ont vécu cette période que alors moi j'appelle la période de choc, et quels sont les enjeux aujourd'hui pour repartir, parce qu'il y a plein de façons de repartir, et ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y en a qui vont être moins bonnes que d'autres. Donc voilà, repartir oui, mais comment, et comment éviter justement que le redémarrage soit plus douloureux que d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je crois qu'on est tous familiers parce qu'on l'a vécu sous un angle personnel, très certainement, mais aussi très probablement professionnel. Donc, on a effectivement vécu un choc, hein. Je crois que l'impact du Covid est une surprise tout à fait majeure pour la plupart d'entre nous. Euh, donc, ça a pris naissance fin octobre-novembre. On pensait que ça ne nous concernait pas. Et puis ensuite, ça s'est déplacé en Asie, et puis ensuite en Italie, puis en Espagne, puis en France. Et ce qui est frappant, c'est de voir combien de gens ont pris conscience du fait que ça allait. J'étais en train encore ce matin de faire un débrief avec une entreprise, et plusieurs personnes me disaient qu'ils n'avaient compris que très tard, dont l'une d'entre elles le 13 mars, qu'elle allait être directement impactée par le coronavirus. De certaine façon, c'est très tard. Donc, on a un choc qui est très important. Ce choc a évidemment été également important au niveau des organisations, et donc toute la phase initiale a été dans la réponse à ce choc. Beaucoup d'entreprises ont eu leur chiffre d'affaires qui s'est effondré presque du jour au lendemain. Alors, c'est encore plus vrai pour tout ce qui était événementiel, évidemment, les hôtels, les restaurants. Certaines entreprises ont eu un peu plus de temps pour voir venir les choses, mais enfin, c'est quand même venu assez rapidement. Donc, ce qui a été très intéressant, alors maintenant, on quitte un peu cette phase de choc, et j'emploie vraiment le terme de choc parce que certains chefs d'entreprise me disaient que certains de leurs collaborateurs étaient tétanisés. En fait, il y avait une phase de stupéfaction, alors qui est très très bien décrit hein, dans les situations. Michel parlait tout à l'heure de psychologie. On sait que voilà, face à un événement aussi violent, on peut être en fait paralysé, et que la prise de conscience en fait nous tétanise. Et donc les chefs d'entreprise expliquaient qu'en fait ils avaient un carnet de commandes plein, mais que certains de leurs collaborateurs refusaient de venir sur place tellement ils étaient effrayés par l'événement. On quitte maintenant cette phase de choc vers une phase donc d'après-choc. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas dire d'après-crise parce que les conséquences commencent à se faire voir. On a vu évidemment les conséquences sanitaires. C'est une rupture profonde, et comme toute rupture, les conséquences émergent progressivement. Alors, on a vu encore une fois les conséquences sanitaires qui ont été immédiates, les conséquences sociales. Très vite, vous avez peut-être vu l'augmentation, l'explosion du nombre de divorces en Chine, après 1 à 2 mois où les gens étaient forcés de partager 43 mètres carrés. Ça s'est assez souvent mal terminé, violence domestique, etc. Donc là, on a un contre-choc social. On a évidemment, on est en train de le voir là, un contre-choc économique. Si vous regardez ce que vous avez sûrement fait, les courbes d'explosion du chômage en Europe ou aux États-Unis, c'est proprement effarant de voir. C'est même plus une courbe qui monte, hein, puisque la courbe est à la verticale, avec un effet d'échelle considérable. Donc, on quitte ce côté choc pour aller maintenant dans, alors, ce que pour simplifier, on va appeler la reprise, mais au sens de quitter le moment de stupéfaction et rentrer dans une phase qui est hautement incertaine. Alors là encore, vous êtes sûrement tout à fait familier du nombre d'incertitudes considérables qu'on a encore
sur cette maladie, sur ses impacts, sur le fait qu'on acquiert une immunité ou pas, etc. etc. Et donc, ce que je voudrais voir maintenant, c'est revenir un petit peu sur la façon dont les organisations, ou en tout cas celles que j'ai pu observer, celles avec lesquelles je travaille, ont géré ce choc. Et moi, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, mais encore une fois, ce n'est pas une grande surprise, mais c'est qu'on a un basculement en parfois quelques heures d'un mode dominant de fonctionnement à un autre mode dominant de fonctionnement. Alors, on pourra prendre plein d'exemples, mais je crois qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est l'exemple caricatural presque d'un changement qui a été fait en parfois quelques heures. Moi, j'ai un chef d'entreprise qui m'expliquait qu'une semaine avant le confinement, il avait conclu une longue étude interne sur le fait que le télétravail n'était pas possible dans son organisation, que ça désorganiserait trop, et que donc, après une mûre réflexion où toutes les parties avaient pu être entendues, ils avaient conclu que le télétravail ne fonctionnerait pas, alors à part 2-3 petites exceptions. Une semaine après, la totalité de l'organisation était en télétravail, et non seulement ça n'avait pas détruit l'organisation, mais ça l'avait même sauvée. Il était un peu chamboulé du truc, hein, parce que là aussi, la violence du passage d'un extrême à l'autre, d'un impossible à impossible, est tout à fait caractéristique de ce qu'on voit dans les crises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je vais prendre un angle qui est celui sur lequel je travaille, qui est plus un angle, on va dire, stratégique, organisationnel, mais on voit que c'est évidemment très présent aussi dans des aspects opérationnels, des aspects individuels. On a eu, en fait, si on regarde le processus stratégique classique, alors je vais dire classique, qu'est-ce qu'on entend par classique? Plutôt dominant des organisations, des choses avec lesquelles vous êtes, je pense, très, très familier. On a un processus stratégique typiquement de la grande entreprise, mais pas que, qui est basé sur la définition d'objectifs et ensuite la mobilisation de ressources pour atteindre les objectifs. Donc, on peut avoir une pensée émue, et peut-être il y en a parmi vous, pour tous ceux qui, en début d'année, ont fait les plans pour 2020 sur la base de forecasts, d'objectifs, de rapports savants, voilà, qui nous disaient les grandes tendances pour 2020. Allez les relire, hein, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, c'est tout à fait distrayant. Le processus stratégique classique, on peut le modéliser, il y a plein de façons de le faire, mais en gros, ça part d'un objectif ou de plusieurs objectifs. Voilà, quels sont nos objectifs pour l'année, alors en termes de chiffre d'affaires, etc. De définition de ce qu'on souhaite atteindre hein, par l'élaboration de plans. L'allocation des rôles au sein de l'organisation pour dire qui va faire quoi dans le plan. Hein. Le plan consiste sur la base des objectifs attendus à allouer des rôles. On va éviter les surprises parce que la surprise, c'est ce qui fait dérailler le plan. Et donc, une partie importante de l'activité managériale va consister à résoudre des problèmes qui peuvent résulter de certaines surprises ou de certains écarts pour remettre en fait l'activité de l'organisation en phase avec le plan qui a été défini en début d'année. Voilà, donc je passe parce que ça, je pense qu'on est tous très familiers avec ça. Et donc, la plupart des organisations avec lesquelles je travaille fonctionnent dans ce mode-là. Elles ont un plan stratégique qui est décliné en plan d'unité d'affaires. Chaque équipe a des objectifs sur la base des, etc. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé le 13 mars, ou même avant pour certaines organisations? On a basculé dans un mode radicalement différent. Et ça s'est fait de façon très spontanée, qui est un mode que moi je vais qualifier, pour simplifier, d'entrepreneurial, dans lequel on s'est dit qu'on allait faire avec ce qu'on avait sous la main. Alors, on a tous vu telle entreprise qui, presque du jour au lendemain, se reconvertit en fabricant de gel hydroalcoolique ou de masques, etc., parce qu'ils se sont dit, bon, l'usine, nos plans se sont effondrés, on ne peut plus faire ce qu'on avait prévu de faire, mais on a une usine et il se trouve qu'on peut faire du gel avec ça, donc hop, on fait du gel. Les crises sont évidemment des moments dans lesquels il est très difficile d'avoir des nouvelles ressources, donc on fait avec ce qu'on a parce qu'on ne peut pas aller voir son banquier ou on n'a même pas le temps d'ailleurs d'acquérir de nouvelles ressources, donc on fait avec ce qu'on a sous la main. On agit en perte acceptable, ça on l'a vu beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'on va faire des choses sans trop savoir où ça nous mène, mais au moins on fait quelque chose, mais on contrôle son risque en disant bien on va faire ça parce qu'au pire si ça ne marche pas on aura perdu 3 jours. On a vu ça avec certaines entreprises qui ont
mis en marche des chaînes de production, alors encore une fois, sur du gel, sur des masques ou sur plein d'autres choses, pour avancer d'une case sans trop prendre de risques, parce qu'on avance un peu à tâtons dans l'incertitude, mais on avance. On a vu à la fois au plan des organisations, mais aussi au niveau humain, eh bien, des gens qui se sont engagés spontanément, des gens qui se sont révélés dans ces situations, qui n'étaient pas des profils. Moi, plusieurs chefs d'entreprise m'ont dit qu'ils avaient été très surpris par certains de leurs collaborateurs qui se sont révélés dans l'épreuve et qui se sont proposés pour faire ceci, qui ont pris des initiatives, etc., en éclatant complètement les rôles, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout dans leur fiche de poste, précisément parce que la situation, de toute façon, rendait le respect de la fiche de poste impossible. Une posture qu'on voit beaucoup en ce moment, qui est comment est-ce qu'on peut tirer parti de ce qui se passe en ce moment, puisque toute crise, évidemment, rend possible certaines choses qui étaient impossibles, ou vice-versa. La crise débloque des choses, on va y revenir. Et puis, une attitude qui consiste à se dire, je vais essayer de créer un contexte qui est favorable, où je vais pouvoir bâtir sur ce qui s'est passé plutôt que de me plaindre. Et donc, ce basculement en mode entrepreneurial, il s'est produit dans beaucoup d'organisations avec des témoignages de gens qui parlent de fraternité, de moments exaltants, de libération, de focus sur l'action, sur le fait que les rôles ont explosé, les procédures sont plus vraiment suivies. Enfin, il y a des trucs absolument incroyables. Alors, heureusement que les départements juridiques et informatiques ne sont pas au courant, parce que des trucs que jamais on aurait osé faire il y a quelques semaines, on le fait aujourd'hui parce que c'est marqué nulle part, mais si on ne le fait pas, l'entreprise meurt. Et ça, c'est vécu de façon extrêmement exaltante par les collaborateurs, assez fatigante aussi. Il y a ça aussi, hein, c'est aussi une période qui est très fatigante. Et la vraie question que moi je pose en ce moment, alors il y a beaucoup de gens qui disent, alors le télétravail, encore une fois un bon exemple, qui disent bon, ça y est, on va vraiment basculer dans le télétravail puisque ces dernières semaines ont montré que c'était possible. Et donc, ça y est, c'est acquis, on va vers une société digitale du télétravail. Je crois que c'est très naïf parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a vécu une situation exceptionnelle. On a, moi, ça fait plusieurs fois que j'entends des cadres me dire qu'ils sont épuisés, qui jouent le jeu parce que justement, il y a un moment de choc, mais qu'ils ne pourront pas tenir comme ça pendant des mois et des mois. Et donc, le mode qu'on a là, exaltation, mais aussi épuisement, est un mode temporaire. Et toute la question, à mon avis, qui se pose aujourd'hui dans les organisations, c'est une fois que le choc est passé, c'est-à-dire à peu près maintenant, on va devoir réatterrir. Et la question, c'est où est-ce qu'on atterrit? Là, on a deux options extrêmes. On a, que moi j'appelle révolution ou restauration. Révolution, c'est allez, on réinvente l'organisation, télétravail, on abandonne les postes, etc. Vraie question. Parce que par ailleurs, il y a aussi un souhait, en raison de cet épuisement, de revenir quand même quelque part un peu à la normale, entre guillemets, de reboire un café avec les collègues, de s'ennuyer un peu dans son bureau, enfin les trucs qu'on a repris à apprécier, ou une restauration, c'est-à-dire qu'effectivement, on revient, bon, ça y est, la crise est finie, il y a quelqu'un qui va siffler la fin de la récréation, et vous revenez, fin du confinement, et on reprend tout comme avant. On sent bien que ça ne sera pas possible. Donc là, on a une tension très très forte, et il y a une vraie question autour d'un risque très très fort, et de revenir, donc à moi, ce que je vais appeler le modèle mental profond de l'organisation, qui est une espèce d'élastique identitaire. Alors, l'élastique a été tiré très fortement pendant la crise sous la pression des événements, mais dès que la pression des événements va s'alléger, l'élastique, hop, il va nous ramener à notre point de départ. Et notre point de départ, c'est l'identité profonde de l'organisation, c'est-à-dire, par exemple, la nécessité d'avoir des rôles très clairs, ou la nécessité d'être très clair sur nos objectifs, ou la nécessité de respecter la hiérarchie parce que c'est comme ça que ça fonctionne, etc. etc. Donc ça, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu. On s'est bien amusé et on va revenir peut-être très fortement vers ça. Alors, pour éclairer ça et voir comment on peut éviter ça, je voudrais évoquer cette notion de modèle mental et montrer qu'en fait, ça va être ça la clé, non seulement pour éviter cet élastique, mais en plus pour consciemment, et ça c'est à mon avis le rôle de la direction générale,
ça c'est un peu le point de vue que je prends aujourd'hui. Et c'est des travaux que je mène en ce moment même avec des gens qui se disent, nous, on ne veut pas revenir à là où on était avant. Et comment on fait? Et comment on fait? L'idée que je veux défendre ici, c'est que le point d'entrée dans l'organisation pour éviter ça, c'est la notion de modèle mental. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle mental? Donc, un modèle mental, c'est un ensemble de croyances partagées sur comment nous fonctionnons et comment fonctionne le monde. Alors, c'est une notion qui est loin d'être nouvelle, hein, donc je ne prétends pas l'avoir découverte, bien au contraire. C'est quelque chose qui est très ancien en psychologie, c'est la base de la philosophie grecque, c'est la base du marketing. Donc, tout être humain pour fonctionner a besoin d'avoir un modèle, puisque la réalité elle est représentée dans le cerveau. Vous savez qu'on ne voit pas avec les yeux, hein, on voit avec le cerveau. C'est le cerveau qui crée quelque chose à partir des informations qu'il reçoit. Donc, nous créons un modèle du monde sans lequel nous ne pouvons pas fonctionner. Ce modèle est partagé, ou certains de ces modèles sont partagés. Là, par exemple, on est tous réunis aujourd'hui parce que, et nous pouvons fonctionner. Alors, même si Paul-Antoine nous a donné quelques infos au début sur comment ça allait fonctionner, globalement, on n'a pas eu besoin de nous expliquer ce que c'était qu'une conférence, ce que c'était qu'un conférencier, comment ça fonctionnait, la notion de question, la notion. Voilà. On peut fonctionner sans se connaître, et on le fait là, on va le faire pendant encore au moins une heure, parce qu'on partage beaucoup, beaucoup de modèles mentaux. Et puis il y en a plein d'autres qu'on ne partage pas du tout, évidemment. Alors, on peut le voir par. Alors, j'ai plein d'exemples, hein, mais je vais quand même pas faire assez court. Si je vous demande ce que vous voyez là, une feuille d'érable, Solomon, oui. Ouais. Ah, vous êtes bien d'accord qu'il n'y a pas sur votre écran une feuille d'érable, hein. Vous êtes bien d'accord que c'est des pixels, hein. Rassurez-moi, parce que vous voyez la représentation, enfin, ceci n'est pas une pipe, vous connaissez, etc. Alors, il y a plein de choses hein, qu'on peut voir. Hein, je vous le fais rapidement, mais voilà, je peux en donner une vingtaine, hein, comme ça. L'idée, en fait, c'est que ce qu'on voit dépend de qui on est. Hein. Donc, le modèle mental qu'on va former sur le monde, oui, le Canada, absolument. Le modèle mental qu'on forme du monde va aussi définir notre identité, d'accord? Et donc, on va voir le monde en fonction de qui on est. Donc, c'est évidemment très subjectif. Là, moi, effectivement, je vois le fait que régulièrement, je dois balayer dans mon jardin pour enlever toutes les feuilles, etc., etc. Donc, on voit comment, déjà tout de suite, on a le lien entre la représentation du monde que je crée et que je partage avec d'autres et mon identité, puisque entre les deux, il va y avoir en fait un lien extrêmement fort. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, si je continue, que voyez-vous? Un clin d'œil de Dieu, un coucher de soleil, un sourire via des oiseaux, voilà. Là vous êtes vraiment dans l'illustration que notre cerveau construit la réalité. Alors, on est bien d'accord qu'il n'y a pas un visage hein, dans le ciel, j'espère, hein. Mais notre cerveau voit un visage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 7000 ans, dans la savane, c'était une question de survie, que lorsque quelque chose bougeait à quelques dizaines de mètres, vous soyez capable tout de suite de l'identifier, ou au moins être capable de le mettre dans deux cases, la case danger et la case pas danger. Puis en dessous, il y avait la case mangeable, pas mangeable, et puis d'autres cases. Mais fondamentalement, la survie, donc la transmission de vos gènes, dépendait de votre capacité à tout de suite mettre quelque chose d'inconnu dans une case connue. D'accord? Et donc là, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on voit trois oiseaux, mais notre cerveau dit ah, quel est le sens de ça? Vite, une case, une case, une case. Ah, c'est un sourire, voilà. Et là, vous avez trouvé une case. Et ce qui se passe quand vous avez trouvé une case pour quelque chose que vous voyez, c'est un soulagement parce que vous savez que vous n'allez pas dépenser d'énergie. Parce que la vraie angoisse, c'est de devoir créer une case. Votre cerveau essaye, trouve pas la bonne case, et là, il va consommer une masse d'énergie importante pour créer une nouvelle case. On va appeler ça apprentissage, invention, innovation, etc., etc. Mais c'est une dépense d'énergie colossale. On déteste ça. Surtout si vous êtes avec votre lance, il est 3 heures du matin et que vous ne savez pas si vous allez être mangé, c'est très, très difficile à vivre. Donc, on va avoir toujours, et ça va consommer une grande quantité d'énergie, on passe notre temps
quand on voit quelque chose, à le mettre dans une case connu, pas connu. Et si c'est pas connu, ça devient tout de suite très compliqué. Vous voyez, les modèles mentaux, ça sert à ça. Ça sert à nous économiser de l'énergie, en quelque sorte. À dire, ah non, non, ça, t'inquiète pas, c'est la case B38. Donc, et une fois que c'est dans une case, on déroule les routines, on sait gérer, et là, faible dépense d'énergie. Comme tout à l'heure, quand on a commencé la conférence, hein, on n'a pas besoin de réexpliquer ce que c'est une conférence, une web-conférence, etc., etc. Les modèles mentaux existent donc au niveau individuel, ils existent également au niveau au niveau sociétal, pardon. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui fument, qui ont le courage de se dénoncer. Ah, merci Taha. Au moins quelqu'un qui a le courage de... C'est pas coupable, c'est pas le terme que j'aurais employé, mais enfin, en tout cas... Alors, on est tous d'accord que fumer, c'est pas bon pour la santé, j'espère. Et à partir de maintenant, quand je vous dirai on est tous d'accord, vous devrez avoir un réflexe qui est de dire ou attention. Quand on dit on est tous d'accord, c'est qu'on a besoin de dire qu'on est tous d'accord. Et si on a besoin de dire qu'on est tous d'accord, c'est qu'on n'est pas forcément tous d'accord. En tout cas, que ça n'a rien d'évident. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est ce qui s'est passé pour le tabac. Je vais vous montrer une publicité des années 60 que je vous laisse découvrir. Donc, les médecins recommandaient, étaient sponsors en fait, de marques de cigarettes. Hein. Donc, la technique publicitaire, c'était de montrer que les médecins recommandaient, alors non seulement recommandaient de fumer parce que c'était bon pour la gorge. Alors, il n'y avait pas le Covid à l'époque où on peut dire ah la nicotine protège peut-être du Covid, donc je me mets à fumer parce que je préfère mourir du cancer que de risquer de mourir du Covid. C'est un autre débat. Mais en tout cas, les médecins recommandaient le tabac, s'associaient à des marques de tabac. Alors là, vous avez en fait un acteur qui joue un médecin, un double effet qui se coule. Et donc là, vous avez la force du modèle mental de l'expert, le médecin qui recommande de fumer, de l'acteur connu de l'époque qui joue un médecin, donc double modèle mental. Et vous avez là l'illustration de comment la publicité joue sur nos modèles mentaux pour promouvoir des produits. Alors, dans les années 60, les fabricants de tabac avaient un problème qui était que il y avait une catégorie de gens qui ne fumaient pas dans les pays développés. Qui ne fumaient pas? 50% de la population. Les femmes. Voilà. Effectivement, donc vous avez raison, Philippe, Caroline, Yves, bravo. Ma question suivante, c'est pourquoi les femmes ne fumaient-elles pas dans les années 60? Enfin, jusque dans les années 60. Alors Bruno, belle tentative. Hein, Bruno a bien compris la conférence. C'était pas dans le modèle mental. Donc ça, c'est la réponse va fonctionner à tous les coups. Donc très belle. Alors c'était un truc d'homme. C'est plus que ça, Olivier. On l'a oublié, mais c'est pas si vieux que ça. Fumer pour une femme. Alors l'idée, le modèle mental de l'époque. Voilà, c'était mal vu, Laurence. C'est ça, c'est-à-dire que fumer, c'était pour les femmes entre guillemets, de mauvaise vie. Exactement, Pierre-Yves. Voilà, une femme qui fumait, c'était une femme, je cite, entre guillemets, de mauvaise vie, en gros une prostituée ou quelque chose d'équivalent. Et donc, c'était très mal vu. Donc, il y avait un énorme modèle mental sociétal de stigmatisation d'un comportement. Alors, ce n'était pas du tout pour des raisons de santé, hein, c'était juste, voilà, c'était plutôt des prostituées qui fumaient. Et une femme qui n'en était pas une, jamais n'aurait fumé, c'était très mal vu. Donc, ça, c'est un très gros problème pour l'industrie du tabac dans les années 60. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à un spécialiste des modèles mentaux qui s'appelle Edward Bernays. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais en tout cas, il devrait, parce que, vous savez, Keynes a dit les gens pragmatiques sont tous l'esclave d'un économiste mort, et il faut toujours rajouter, et aussi de Edward Bernays. Pourquoi? Parce que Edward Bernays, c'est l'inventeur d'un beau métier qui s'appelle les relations publiques. Alors lui, il n'avait pas appelé relations publiques à l'époque, il l'appelait propagande. Hein, mais après les années 40, c'était moins. Donc, Edouard Bernays est convoqué, enfin, est embauché par les fabricants de tabac qui lui disent bon, Edouard, faut que tu nous changes les modèles mentaux parce que ça va pas du tout. Il faut que fumer devienne cool. Alors, il parlait pas comme ça à l'époque, mais en gros, c'est ça l'idée. Il faut que fumer devienne, on ne sait pas quoi, mais en tout cas, il faut que ce soit vu positivement. Et donc, Edouard Bernays, qui était un fin connaisseur de la société, alors en l'occurrence américaine, mais pas que, s'est dit dans quoi on baigne aujourd'hui, et on baignait dans les mouvements de libération des femmes à partir des années 20, et puis évidemment qui monte en force après à partir des années 70. Et qu'est-ce qu'il a fait?
eh bien, il a fait passer l'idée, le modèle mental, que fumer était un acte de liberté. Et donc, ça donnait des choses comme ça. Vous voyez, elle est belle, dynamique, performante, sa couleur. Alors, en haut, vous avez sa mère, hein, mais elle est libre, avec le terme extraordinaire « You've come a long way, baby ». La route a été longue pour toi, mais enfin, tu es libre. Et elle fume, elle est libre. Donc, ils faisaient défiler des femmes dans New York avec des cigarettes, et il y avait une grande banderole où il y avait marqué « Les torches de la liberté ». Alors, on ne disait pas une cigarette, on disait une torche de la liberté. Voilà. Donc, énorme travail sur les modèles mentaux. C'est allé assez rapidement. Et la consommation de cigarettes a explosé. Bon, on peut le regretter, mais c'est un autre sujet. C'est simplement de montrer. Alors, Edward Bernays a plein de choses comme ça à son actif, hein, de la façon dont il a contribué à retourner l'opinion américaine, parfois en 2 ou 3 ans, sur des sujets comme la participation à la guerre de 14-18 et la cigarette. Voilà, donc il avait bien compris le rôle des modèles mentaux sociétaux, soit en tant que blocage, soit en tant que possibilité. Bon, alors, vous me direz, c'était les années 60, on ne fait plus du tout ce genre de choses de nos jours, du tout. Mais bon, si d'aventure vous observez quelque chose de cet ordre-là, peut-être vous vous souviendrez que Edward Bernays a laissé de nombreux successeurs qui ont parfaitement compris comment on changeait une opinion publique en travaillant les modèles mentaux. Alors, les modèles existent évidemment donc individuels, sociétal, et puis entre les deux, on a ce que moi j'appelle le collectif, hein, qui est l'organisation. Oui, merci Paul-Antoine d'avoir mentionné le nom. Donc, vous avez sans doute, pour beaucoup d'entre vous, lu cet excellent ouvrage. Bon, il y a plein de raisons qui font que c'est un ouvrage intéressant, mais il y en a une, moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'en fait, Harari pose la question qui est qu'est-ce qui fait que Sapiens, donc nous, alors on a eu la sagesse de s'appeler sage, hein, ce qui est une preuve de manque de sagesse souvent, mais enfin c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui fait que Sapiens, donc notre espèce, a réussi à dominer toutes les autres espèces, humaines et non humaines, hein, donc on est au sommet de la chaîne alimentaire, alors qu'en fait, on est moyen en tout, si on réfléchit bien. Hein. On nage pas très bien, on court pas très vite, on est moins fort que les gorilles, on voit pas très loin, on sent moins bien que les chiens, on entend moins bien que plein d'animaux. Enfin, on est vraiment moyen en tout. Hein, s'il y avait un système de gestion des talents, hein, dans la nature, on n'aurait jamais réussi. Alors Dieu merci, il n'y en avait pas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire? Donc, réponse d'Harari. Eh bien, ce qui nous caractérise de façon unique, c'est la capacité de collaborer. Alors, on n'est pas en soi les seuls à collaborer, puisque les fourmis, évidemment les abeilles collaborent, mais enfin, elles font… Alors moi, j'interviens beaucoup dans l'innovation. Il y a peu d'innovation chez les abeilles. Hein. Elles font la même chose depuis 5 millions d'années. Elles le font très bien, mais ça n'a pas bougé depuis 5 millions d'années. Pareil pour les fourmis, etc. Donc, on a des animaux qui peuvent collaborer, mais sur des tâches qui sont les mêmes depuis des millions d'années, qui sont donc de l'ordre de la routine. On a des animaux qui sont un peu plus sophistiqués, alors notamment les singes, qui peuvent collaborer sur des tâches un petit peu plus complexes, et donc moins planifiées, mais ils le font en général sur des tout petits groupes, 40, 50, 60 individus, et ces groupes doivent être ultra hiérarchisés, chacun doit se connaître parfaitement pour que le groupe puisse fonctionner. Et une grande partie de l'énergie qu'ils dépensent, c'est trouver leur place dans la hiérarchie. On est la seule espèce à pouvoir collaborer avec des gens qu'on ne connaît pas, sur des tâches extrêmement complexes, non planifiées, mal spécifiées, etc. En gros, la gestion de projet, avec un très grand nombre d'individus, donc 1000, 5000, 10 000, 100 000, 1 million, une administration, une armée, une entreprise, un groupe spontané, comme on vient de le former ici, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. On est une quarantaine, on ne se connaît pas, et malgré ça, on peut fonctionner. Et pourtant, on est, je suis sûr, très, très différents sur plein d'aspects, et on fonctionne. Question suivante, donc, qu'est-ce qui nous permet de collaborer? Eh bien, ce qui nous permet de collaborer, c'est qu'on partage ce que Harari appelle des mythes, des histoires, des croyances. Moi, j'appelle ça des modèles mentaux, mais ça revient au même. Et il va jusqu'à dire, et à mon avis, c'est une grande contribution de son ouvrage qui est passée un peu au second plan, en tout cas c'est celle qui m'intéresse, c'est qu'une organisation est définie par un ensemble de mythes, de croyances, de modèles mentaux,
Et ça me paraît tout à fait fondamental. Et le troisième élément qu'il ajoute là-dessus, c'est de dire, si vous voulez changer une organisation, il faut changer les histoires qu'on se raconte, il faut changer les mythes, il faut changer les modèles mentaux. Voilà. Donc, c'est juste le point que je veux développer, c'est de dire une organisation, c'est une collection de modèles mentaux individuels et collectifs, partagés, plus ou moins. Et si on veut changer l'organisation, la transformer, il faut passer par les modèles mentaux qui vont donc être un point d'entrée et aussi une matière première. Alors, comment ça marche? Donc voilà, hein, je vous rappelle, hein, individuel, collectif, sociétal. Et ça vous permet de lire à peu près n'importe quelle situation, que ce soit des situations de management, des situations de blocage organisationnel, des situations de blocage sociétaux, à ces trois prismes. Face à un blocage, vous dites qu'est-ce qui se joue à mon niveau, qu'est-ce que je me raconte de la situation, comment je vois cette situation, quel sens je donne à cette situation, quel sens nous donnons à cette situation en tant que groupe, en tant qu'entreprise, et quel sens la société donne à cette situation. Et c'est tout à fait fascinant de voir que des situations de management peuvent être scannées avec ces trois niveaux de façon relativement simple, et tout de suite ouvrir des pistes qui sont tout à fait intéressants. Donc, j'ai plein d'exemples et je vois que l'heure passe, donc je vais pas les développer, on pourrait y revenir dans les questions. Alors, l'enjeu, ça va être de ne pas être prisonnier de ces modèles mentaux. Alors, le cas de Ford est tout à fait fascinant. Henry Ford, je pense que vous êtes familier, hein, Henry Ford met au point la Ford T en 1908 et il dit je vais faire une voiture pour que chaque Américain puisse posséder une voiture. Alors, à l'époque, le modèle mental de la voiture, c'est un objet pour les riches. Et donc, tout le monde se moque de lui, c'est l'hilarité générale, on le prend pour un fou. On sait très bien que les Américains n'ont pas besoin de voiture, ça ne sert à rien la voiture de toute façon, un bon vélo, ça suffit. Donc, tout le monde se moque de lui. Sauf que ça marche, il réussit à imposer le modèle mental de la voiture comme un outil pour tous les Américains, de libération, etc., etc. 5 ans après, la voiture fait intégralement partie du rêve américain. Ce qui était ridicule il y a 5 ans devient évident, nécessaire, indispensable. C'est un droit fondamental de chaque Américain. Et ça en l'espace de 5 ans. Donc, il a imposé un nouveau modèle mental. Et on voit bien encore une fois que l'individuel, le collectif, l'entrepreneurial, etc., et le sociétal jouent aux trois niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marchera tellement que pour lui, il faudra rester dans ce modèle de toujours moins cher, toujours plus standardisé, et jusqu'au bout, il restera sur faire un seul modèle, le moins cher possible, d'une seule couleur. Et donc, en gros, ce qui se passe très souvent avec les organisations, c'est que quand un modèle marche, et surtout quand il marche remarquablement bien, eh bien, on finit par croire que ce modèle est une vérité universelle. Et donc, on en est prisonnier. Et ça, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que quand l'environnement change, l'environnement va dans telle direction, bah, notre modèle mental nous empêche de suivre l'environnement et nous envoie dans une autre direction. Et c'est cette distance qu'on observe entre notre modèle et la réalité qui est la problématique, alors juste avant le Covid, qui était la problématique de transformation des organisations. Notre modèle nous scotchait ici et nous empêchait d'en sortir, alors que la réalité, bah, peu à peu, s'éloignait et on était prisonnier de ça. Alors, changer les modèles, c'est très difficile. Donc, ce qu'on vit en ce moment, c'est une période de très forte incertitude, d'accélération, enfin les mots que vous connaissez par cœur, mais en même temps, effectivement, comme le disait Michel tout à l'heure, de complexité, et donc de très forte incertitude. Et le réflexe qu'on a, rappelez-vous tout à l'heure avec les cases, hein, c'est que face à l'incertain, on veut plaquer du certain. On veut mettre du connu sur l'inconnu, parce que si on réussit à mettre du connu sur l'inconnu, eh ben, on a nos cases, et à ce moment-là, l'anxiété diminue et on peut gérer. Et donc, c'est pour ça que vous avez, dans ces périodes de remise en cause profonde de modèles mentaux, individuels, collectifs et sociétaux, ce sont des périodes de violence parce qu'on s'aperçoit que nos modèles ne collent plus, donc ce qui est profondément inquiétant. On va essayer de les plaquer malgré tout, jusqu'à l'absurde, et des fois ça marche, on force, mais au bout d'un moment ça ne marche plus. Et quand on prend conscience que notre modèle ne fonctionne plus, là on est perdu. Et il y a une période de dérive qui peut être très compliquée. Donc l'idée là, hein, c'est effectivement, c'est pas de comprendre le nouveau, c'est d'échapper à l'ancien, et d'autant plus difficile que l'ancien a très bien marché. Alors je vous donne un exemple historique. Est-ce que vous connaissiez Monsieur Ignaz Semmelweis? Oui.
Alors, Ignaz Semmelweis, c'est grâce à lui qu'on se lave les mains dans les hôpitaux. Où, voilà, effectivement, c'est un obstétricien. C'est grâce à lui qu'on se lave les mains quand on sort des toilettes ou quand on s'apprête à manger. Et évidemment, encore plus en période de Covid. Le lavage des mains est devenu très naturel pour nous. Et comme tout ce qui est très naturel, il ne l'est pas du tout. Il est devenu une habitude, mais il n'est pas naturel. Hein, habituel, naturel. Et on le doit à Ignaz Semmelweis. Alors, effectivement, c'est un obstétricien dans les années 1840. Il constate, alors je vais simplifier l'histoire et vous me le pardonnerez. En gros, il constate que dans son service, il y a un taux de mortalité des femmes qui accouchent très élevé, alors que dans le service d'à côté, il y a un taux de mortalité relativement faible. Il y a un rapport de 1 à 10 entre les deux services, hein, qui sont côte à côte, d'obstétrique. Et donc, il essaye de comprendre pourquoi. Dans le service à très faible mortalité, ce sont des sages-femmes qui font tourner le service. Et dans le service à très forte mortalité, ce sont des médecins, en l'occurrence des étudiants en médecine. Donc, il essaye de comprendre pourquoi. Et par une suite d'intuitions, je vous passe, encore une fois, je fais l'histoire très courte, il finit par se dire qu'il y a peut-être un lien entre les mains et puis la mortalité. Alors, il cherche et il s'aperçoit que les étudiants en médecine qui font accoucher les femmes, comme ils sont étudiants en médecine, une des choses qu'ils font dans la journée, c'est des autopsies. D'accord. Donc, ils ouvrent des corps, etc., etc. Puis, ils sont en train de faire une autopsie, puis tout d'un coup, il y a Madame Dupont qui est en train d'accoucher, donc hop, ils posent leurs outils et ils vont directement accoucher la pauvre dame qui, évidemment, a toutes les chances de mourir. Vous imaginez l'horreur bactériologique. Et donc, il finit par comprendre, par une suite aussi d'observations, etc., mais de façon purement intuitive, parce que la théorie des germes n'est pas encore là, hein, il faudra attendre plusieurs années pour que ça vienne, mais il dit à ses collègues médecins, lavez-vous les mains. Réaction, c'est un non catégorique, parce qu'il leur dit, lavez-vous les mains, parce que sinon vous allez tuer ces pauvres femmes. Et c'est un non catégorique. Alors, pourquoi c'est un non catégorique? Deux modèles mentaux. Le premier, c'est qu'à l'époque, la façon dont on conçoit la maladie, c'est un déséquilibre interne des humeurs, etc. Il y a peut-être des spécialistes dans la salle. Et donc, l'idée que ça vienne de l'extérieur, ça n'a aucun sens. C'est comme de dire, avant de faire accoucher une femme, regardez la forme des nuages. Et puis, si le nuage est allongé, touchez à rien, ça paraît absurde. Et donc, c'est exactement ce qu'eux vivent. L'idée de se laver les mains n'a aucun sens. Et puis, le deuxième modèle mental auquel il s'attaque sans le vouloir, c'est qu'en fait, il dit à des médecins dont la vocation, c'est de sauver des gens, et en plus de ça, des obstétriciens dont la vocation, c'est de donner la vie, qu'en fait, il la supprime, la vie. Donc là, il y a un blocage identitaire extrêmement violent. Il finira dans un asile, abandonné de tous. Hein. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a cru. Donc un des médecins qui avait accouché sa nièce quelques semaines auparavant. Sa nièce était morte. Le médecin a compris en écoutant Semmelweis que c'est lui-même qui avait tué sa nièce, et donc il s'est suicidé. Manque de peau, c'est le seul qui croyait Semmelweis, donc l'histoire est tout à fait tragique. Donc merci pour les détails sur Céline. Alors l'histoire est fabuleuse sur plein d'angles. Je vous invite à creuser ça. Il y a vraiment, je la simplifie beaucoup. L'idée qu'on a ici, c'est que ce qu'on a, moi je connais beaucoup d'innovateurs, directeurs d'innovation, entrepreneurs, et donc ils arrivent dans les entreprises en disant voilà, vous êtes ringard, moi je vais vous apprendre comment il faut pour innover, vous allez voir, on va faire un lab, un truc, etc. Et poum, ils se prennent le mur de la réalité et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont comme Semmelweis, ils viennent expliquer aux gens que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et en général, ça se passe plutôt mal. Et donc, les organisations sont prises dans une difficulté qui est que, d'un côté, elles veulent se transformer. Alors là, en ce moment, on va nous parler du télétravail, etc. On va avoir de très grandes déclarations très nobles sur ça y est, on va devenir ceci, on va devenir cela, qui sont très sincères, très souvent. Hein. Donc, on est à fond sur l'accélérateur et on ignore des réalités identitaires de modèles mentaux sur des croyances très profondes sur lesquelles l'intention noble va se fracasser et qui fait qu'on est aussi debout sur le frein. Donc, on vous dire qu'il ne faut pas être un génie en mécanique pour savoir que si on est le frein sur l'accélérateur, ça se passe plutôt mal. Et donc, c'est cette tension très forte qui va faire que des bonnes intentions, et en ce moment, il y en a beaucoup, en disant plus rien ne sera jamais comme avant, on va changer la façon dont on travaille, on va être plus fraternel, et c'est un souhait profond. Et encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais là maintenant, je pense que en tout cas, c'est l'explication que je donne, c'est
je crois que s'il n'y a pas un travail conscient au niveau des modèles mentaux, eh bien, c'est le frein qui va gagner, parce que c'est toujours le frein qui gagne, en fait, puisque l'identité, l'organisation est conçue pour préserver son identité, pour se protéger. C'est toujours ça qui gagne. Et donc, il y a un gros risque que l'élastique. Alors, je vous donne, pour terminer rapidement, un cas réel, alors, qui est presque caricatural, mais qui est très illustratif. Donc, deux entreprises très semblables, directement concurrentes, font face en 95 à une réalité qui est que la photo numérique rend leurs produits inutiles. Donc, plus besoin de film dans un monde numérique. Kodak va avoir le raisonnement suivant. Le monde de la photo dont nous sommes leaders va devenir numérique, donc je dois devenir informaticien. Et Kodak va dépenser énormément d'argent, d'énergie pour passer de chimiste à informaticien. Kodak va vendre sa filiale chimie, etc., etc. Et ça se passe mal. Face à la même situation, Fuji va se dire bon, le monde de la photo devient numérique. Qui sommes-nous? Donc, gros travail sur l'identité, les modèles mentaux, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on est comme organisation. Pour faire simple, on est chimiste, et donc le monde de la photo numérique n'est plus pour nous. Donc, on va le quitter parce que ça va être progressif, on va le quitter gentiment, progressivement, mais fondamentalement, on est des chimistes. Et donc, ils sont réorientés, réorganisés autour de leur identité de chimiste, avec beaucoup de succès. C'est d'ailleurs aujourd'hui une des entreprises qui teste un remède contre, je ne sais pas si c'est un vaccin ou un remède contre le Covid, mais vous voyez ici que face à la rupture, face au changement brutal, une entreprise va se concentrer, va faire d'abord un pas de côté et va se dire qui sommes-nous, et à partir de là, une compréhension profonde de ces modèles mentaux va pouvoir dire voilà où on peut aller. Alors que l'autre tentera de nier son identité, en fait, et à ce moment-là, aura une espèce de dérive. Et la dérive de Kodak, c'est 12 ans, puisque ce n'est qu'en 2007 qu'ils feront un choix très clair, mais là, il sera trop tard. Pour conclure, donc, j'ai commencé en disant qu'on a eu ce passage d'une stratégie très structurée, avec des objectifs, des rôles, etc. Et que ces dernières semaines, on était passé dans un mode très entrepreneurial. Ce qu'on observe, c'est que toutes les entreprises n'ont pas été capables de faire ça. Moi, j'ai aussi des organisations qui se sont pétrifiées, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à passer du vert au rouge. Et là, ce qui joue vraiment, c'est les modèles mentaux profonds, ou moi j'appelle racines, c'est-à-dire si on croit absolument fondamental que les rôles soient clairs dans l'organisation, on ne peut pas basculer au modèle d'en dessous. Et le pire, c'est qu'on essaye et on n'y arrive pas et on ne comprend pas pourquoi. Et donc, ce travail des modèles mentaux, de les rendre explicites, c'est vraiment de mettre à jour les blocages, donc la fameuse pédale de frein, parce qu'une fois qu'on a mis à jour les blocages, de comprendre dans quel contexte ils nous servent et dans quel contexte ils nous desservent, eh bien là, on peut après jouer des différents modèles et puis être plus… Au lieu d'être prisonnier de ces modèles, on les met à notre service et on recrée une nouvelle histoire. Oui, merci Philippe. Le protocole, c'est de se mettre sur la zone QR. Si vous la trouvez pas, vous pouvez aussi le faire dans Conversation, mais c'est mieux quand c'est dans QR, c'est plus pratique pour poser vos questions. Sachant que je crois qu'il y avait une question tout à l'heure, c'est quelle est la différence entre collectif et sociétal? Ah oui. Alors, voilà, moi ce que j'appelle… Alors, en gros, il y a des modèles individuels et puis des modèles de groupe. Après, on peut distinguer plusieurs échelles de groupe. Moi, je fais juste une distinction, mais vous l'aurez compris, elle est largement artificielle. Quoique, il y a ce que moi j'appelle le collectif, c'est par exemple l'ordre des avocats. Donc, je suis avocat et donc je partage avec mes collègues avocats qui font le même métier que moi des modèles mentaux, des codes que seul un avocat peut comprendre, ou en tout cas qui a un sens pour un avocat. Mais surtout, c'est visible au sein d'une organisation. Donc, si vous êtes chez AXA, chez Renault, chez L'Oréal ou chez Accor, vous aurez des modèles mentaux radicalement différents. Il suffit souvent d'aller dans le hall d'entrée de l'entreprise et vous arrivez une heure en avance de votre rendez-vous, vous vous mettez dans le hall d'entrée et vous apprenez beaucoup de choses sur l'organisation.
donc voilà, pour moi, le collectif, c'est en gros l'entreprise, l'organisation, et le sociétal, ben, c'est la société française, la France, ou voire l'international. Ensuite, on a une nouvelle question là, de Robert Charby. Créer le contexte, est-ce que tu peux développer la Oui, dernière alors, étape, hein, créer le contexte, en fait, c'est le rôle, alors j'allais dire du management, mais en fait pas seulement, ce que moi j'appelle le vrai leadership, c'est-à-dire que c'est le fait que toute personne au sein d'une organisation peut créer un contexte, c'est-à-dire peut faire émerger des modèles mentaux alternatifs. Alors, l'exemple typique qu'on a beaucoup, c'est que puis-je faire en tant que manager, même middle manager avec mon équipe de 12 personnes. Souvent, on me dit, ah oui, mais moi, je ne suis que N-, vous savez, les N- quelque chose, qui est en soi un modèle mental. Hein. C'est N, c'est en haut, puis ensuite, c'est moins. Donc, moi, je suis N-12, donc très grand modèle mental. Les singes alpha mâles, ils sont tout en haut, et puis évidemment, en dessous, plus on descend, moins on est. Donc, moi, je ne suis que N-12, je ne peux rien faire. Bien sûr que si, vous pouvez faire quelque chose. Toute personne peut créer un contexte très important sans aucun pouvoir. Je vous invite à regarder le message du 8 mai 45 de la reine d'Angleterre, qui est une femme qui n'a aucun pouvoir, c'est théorisé, et qui a une capacité à créer un contexte. En 4 minutes, elle vous lit le coronavirus le 8 mai 45, etc., etc. Donc, quelle que soit votre position dans l'organisation, et même si vous n'avez aucune position hiérarchique, eh bien, vous pouvez influencer les modèles mentaux de l'organisation. C'est ce que j'appelle créer le contexte. C'est créer des possibles, libérer des impossibles, rendre possible certaines choses pour essayer des nouvelles choses et permettre à l'organisation de tester des choses qui seraient alternatives à, on va dire, le modèle dominant, qui par ailleurs peut être très efficace. Merci. Il y a Henri qui demande comment, en pratique, on peut représenter un modèle mental. Alors, la notion de modèle, elle est un peu ambiguë parce que s'il y a des gens qui sont spécialistes de modélisation dans la salle, il faut pas l'interpréter comme un objet très complexe. Pour moi, un modèle, c'est une collection de croyances et de valeurs. D'accord ? C'est ce que je crois important dans le management, par exemple. Moi, j'ai un jour un manager dans un atelier qui a, dans une grande poussée d'énergie, un vrai cri du cœur qui m'a dit, Philippe, challenger son boss, ça mène à l'anarchie. Alors ça, c'est un modèle qui vous est apporté sur un plateau parce que c'est extraordinaire. Il y a vraiment vous sentez une montée d'énergie, donc c'est un modèle mental qui est frotté. Donc, il ne faut pas comprendre modèle comme quelque chose de très compliqué avec des liens, etc. En tout cas, dans mon acception, et c'est vraiment une vision très simplifiée, c'est juste un ensemble de croyances que je peux même souvent ne pas voir comme des croyances, mais comme des vérités universelles. Enfin, Philippe, c'est évident que. Et là, on dit, bah, c'est évident pour toi aujourd'hui, mais ça l'est pas pour quelqu'un d'autre. Je vous donne juste un exemple. On entend beaucoup que la hiérarchie est un obstacle à l'innovation. Ça, c'est le gospel de tous les entrepreneurs, activateurs. La hiérarchie, c'est très, très mauvais pour l'innovation. Si on est hiérarchique, ça empêche d'innover. C'est ce que j'ai cru pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'ai travaillé avec des militaires et je me suis aperçu qu'ils sont super innovants. Et je me suis dit, mais enfin, en fait, la hiérarchie, ça peut être utile quand un gars très lourd dans la hiérarchie, en fait, il se met devant et il dit, moi, je vous protège. Allez-y, les gars, faites votre innovation qui ne cadre pas avec la doctrine officielle, mais moi, comme je suis colonel, etc., bah, je vous protège. Voilà. Donc, il y a plein d'autres exemples, je caricature, mais de montrer que ce que l'on croit universel ne l'est pas forcément. Et c'est ce pas de côté qu'il faut faire, passer de bah, c'est évident ah oui, non, c'est pas si évident que ça en fait. Et dès lors que j'accepte que ce soit pas évident, je crée un espace autour duquel je peux faire bouger mes modèles et donc faire évoluer ma personnalité, mon organisation, mon groupe, etc. Olivier nous demande, c'est assez facétieux d'ailleurs, s'il y a des modèles mentaux qui sous-tendent le travail en distanciel. Et si oui, quels sont-ils? Alors, là le distanciel en ce moment, c'est le festival des modèles mentaux, hein, parce que c'est évidemment. Alors, vous avez les technologues, c'est la technologie va nous sauver. Un ordinateur, un Zoom, un écran grande taille, et ça y est, on a réinventé le travail.
suis pas convaincu. Inversement, demandons-nous pourquoi les entreprises avaient si peu développé le télétravail. J'évoquais ce cas tout à l'heure, où un autre exemple d'une entreprise, après des années de négociations, avait fini par concéder que peut-être éventuellement le mercredi après-midi pouvait être fait en distanciel, tout le monde ayant très bien compris que la personne qui choisissait ça mettait une croix définitive sur sa carrière, que plus personne ne lui ferait jamais confiance, parce qu'on sait très bien que quand on est en distanciel, on ne travaille pas vraiment, et que, soyons sérieux, les vrais gens, ils sont vraiment sur place. Donc, on a de la part du management une question sur le rapport entre le travail, la présence, le fait que quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un que je vois, quelqu'un que je ne vois pas, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Inversement, moi, ce que j'ai eu beaucoup, c'est chez les gens qui auraient voulu faire du télétravail, le sens qui est donné à ça, c'est de dire si mon chef ne me voit pas, c'est pas bon pour ma promotion. Donc, j'aurais bien fait du télétravail, mais je ne vais pas le faire, etc., etc. Tant que ces choses-là ne sont pas mises sur la table, l'élastique identitaire va refonctionner. J'oserais pas reprendre du télétravail. Mon chef va se dire, oh là là, attention, moi j'ai mes performances à la fin de l'année, il faut que mon équipe soit près de moi parce que sinon on ne va pas le faire, etc. Mes modèles mentaux bien enfouis vont revenir parce que c'est toujours eux qui gagnent. N'oubliez pas Semmelweis. Hein. Il ne demandait pas aux médecins de se mettre tout nus dans la rue, Semmelweis. Il leur demandait de se laver les mains. Et la réaction a été extrêmement violente, de se laver les mains. Donc le télétravail va être suivez-le parce que ça va être, je pense, un cas tout à fait significatif d'un possible retour d'élastique assez fort. Et ce que j'espère, c'est que certaines entreprises vont mettre le truc sur la table en disant on ne peut pas rester en 100% de télétravail, c'est destructeur du lien social, on a besoin de se voir physiquement, etc. Il y a une discussion autour de ça qui doit avoir lieu sur notre rapport au bureau. Le bureau, c'est un truc physique, hein, mais là, maintenant, ça sert à quoi un bureau si ce n'est plus le lieu du travail ou si ce n'est plus qu'en partie le lieu du travail? Qu'est-ce qu'on fait dans un bureau? On y noue des liens, on fait des choses qu'on ne pourrait jamais faire à distance, etc. etc. Donc, réinventer aussi les modèles autour de c'est quoi un bureau, quel est le lien entre le présentiel, le distanciel, des rites, etc. etc. Là, on est au cœur des modèles mentaux, c'est un très bon exercice d'application de choses qu'il faut mettre explicites, parce que sinon, c'est l'implicite qui va gagner. Et l'implicite, en général, c'est ce qui marchait avant, tant bien que mal. Et en tout cas, on pense que ça marchait avant. Merci. Alors, la question suivante était de Ludovic. Les individus dans les organisations ne peuvent-ils pas être réticents à mettre au jour leur blocage frein à modèles mentaux, perte de pouvoir, peur de l'incertain? Comment faire pour encourager et stimuler la formulation de ces modèles? Cela peut-il se faire en interne ou bien grâce à des personnes extérieures à l'organisation qui sauront l'accompagner? Alors ça, c'est un sujet très important parce que personne ne met ces modèles mentaux sur la table pour la bonne raison que personne pense avoir des modèles mentaux. C'est des évidences. Enfin, c'est évident qu'il faut une hiérarchie dans une entreprise. C'est évident qu'il faut un budget. Et vous prenez l'habitude de les noter, c'est-à-dire que quand vous frottez un modèle mental, toujours une réaction émotionnelle. Il y a toujours un geste physique de enfin voyons, moi quand je demande aux gens s'ils se lavent les mains en sortant des toilettes, on a des rires un peu gênés, enfin pourquoi ils posent cette question, c'est évident, etc. etc. Donc après il y a une deuxième chose. Donc évidemment c'est très difficile de faire sortir les modèles mentaux puisqu'ils ne sont pas vus. Enfin, je connais peu de gens qui arrivent le matin au bureau en se disant bon, alors, je vais passer en revue mes 17 hypothèses de base sur lesquelles je travaille et je vais revérifier que chacune d'entre elles fonctionne bien jusqu'à demain 8 heures. Personne ne fait ça. On a des routines. Ces routines sont devenues des évidences. Elles nous servent très, très bien depuis des années. Et donc, ça marche. Pourquoi? Donc, ce processus de passer du sujet à l'objet, il est compliqué et il est douloureux. Mais il peut aussi être exaltant. Et la condition pour que ça fonctionne, c'est justement l'absence de jugement. Si on commence à parler de blocage, si on commence à parler de frein, c'est terminé. Parce qu'on a tout de suite mis les gens dans une boîte qui est « Ah, tu veux faire ça, t'es contre l'innovation ». Moi, j'ai eu un cas, il n'y a pas très longtemps, d'un gars qui était dans la supply chain et qui utilisait encore les fax. Alors, c'était vraiment l'objet, tout le monde se moquait de lui, il était vraiment vu comme le ringard, le frein à la modernisation, la résistance au changement, c'était, Jacques, c'était la représentation même du frein au changement.
Et quand on discute avec Jacques, il vous dit non mais vous pensez bien que moi j'en peux plus de faire des fax, c'est une horreur de faire ça. Mais ça marche. Mais moi je suis payé pour que ça marche. Voilà. Et le problème des modèles mentaux, c'est qu'on a un conflit. Hein. On a toujours un conflit. C'est que vous allez avoir quelque chose qui assure la pérennité de l'organisation, ou en tout cas qui est vu comme tel. Le fax de Jacques, c'était pour lui un truc qui marchait et il ne pouvait pas se permettre de mettre en danger l'approvisionnement de l'organisation. Jusqu'à présent, le fax, ça avait marché. Il n'est pas contre le changement. Il a juste plus à perdre qu'à gagner. Et c'est très rationnel. Toute la sociologie française a montré la rationalité locale, etc. Si les silos perdurent depuis aussi longtemps, c'est qu'ils servent à quelque chose, c'est qu'ils servent l'organisation. Mais ils ont aussi des inconvénients. Et donc, il faut la clé dans le travail sur les modèles mentaux, c'est de s'interdire le jugement. Parce que très souvent, les modèles mentaux qu'on va mettre en avant, encore une fois, la hiérarchie. Moi, je fais souvent des séminaires sur l'innovation. Donc, on dit aux gens, voilà, dites-nous quel est votre objectif. Oh, on va être plus innovant. Oh, on va être plus innovant, etc. OK, donc ça, c'est une intention très sincère. Et après, on leur dit, dites-nous tout ce que vous faites qui empêche l'innovation. Alors là, ils sont un peu penauds. Là, bon, on demande des plans, on laisse pas de temps à nos collaborateurs, on recrute que des clones. Dès qu'il y a un truc qui sort de la maille, on le remet dedans, etc. Donc, une liste. Et là, ils s'attendent à se faire massacrer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, waouh, ça, vous voyez, tout ce que vous faites dans cette colonne-là, c'est ce qui explique pourquoi votre organisation fonctionne aujourd'hui. L'exécution, c'est vachement bien fait, vous travaillez tous en coordination, il n'y a rien qui dépasse, quand un produit est lancé, tout est bien fait, etc. Bravo, bravo. Voilà, célébration de qui on est. Et après, on dit, oui, mais dans certains contextes, cette obsession du détail, du contrôle, etc., dans certains contextes, elle vous dessert. Mais dans d'autres, elle vous sert admirablement. Donc, peut-on, dans les contextes où ces modèles mentaux vous desservent, peut-on faire un travail pour imaginer des modèles mentaux alternatifs qu'on va tester à petite échelle et voir si, en les testant, en les essayant, vous ne mourrez pas. Et si vous apercevez que vous ne mourrez pas, on pourra aller plus loin. Donc, la clé, encore une fois, c'est de ne pas présenter les choses avec un modèle du gentil, du méchant, de l'innovant et du résistant au changement, du jeune, du pas jeune, du moderne, pas moderne, etc., etc. Ça, c'est la clé. La binarité est un modèle mental extrêmement, extrêmement fort et nocif. Alors du coup, j'ai envie de poser, c'est pas dans l'ordre, mais la question de Pierre là, qui est connexe. Ce qui nous écrit, c'est quelle que soit la pertinence du constat, premièrement, du constat qu'on est susceptible d'apporter sur la réalité des modèles mentaux de nos interlocuteurs et, deuxièmement, des modèles mentaux alternatifs qu'on est susceptible de proposer, le choc qu'on provoque génère souvent une réaction de rejet compréhensible. Quelles pourraient être des bonnes pratiques pour le faire sans heurter et en suscitant le maximum d'adhésion possible chez l'interlocuteur? Alors, donc, merci Pierre, parce que là, je vais passer à un niveau méta, parce que la façon de formuler traduit évidemment des modèles mentaux. Le choix même du mot adhésion, je veux faire adhérer quelqu'un, c'est-à-dire que je sais ce qu'il faut faire, lui ne le sait pas, ou n'en est pas convaincu, et je vais le faire adhérer à ce que je pense être juste. Donc, il y a déjà une asymétrie. Et en tout cas, un modèle mental très fort, qui est le modèle mental des innovateurs et des transformateurs, c'est-à-dire, ou des stratèges. On a tous entendu, on a un plan génial, mais on a un problème d'implémentation. Non, si ton plan il était si génial que ça, tu aurais pris en compte les questions d'implémentation. On a un plan génial, mais les troupes ne le comprennent pas. Même commentaire. Et donc, on a toujours cette posture, ce modèle mental qui consiste à se mettre en dehors de l'équation. Moi, je suis super intelligent, mais les autres, ils ne comprennent pas, donc il faut que je leur réexplique. Moi, je sais ce qu'il faut faire et eux, ils ne le savent pas, donc je vais les faire adhérer, le terme extraordinaire, adhérer à mon… Donc, il faut casser ça et encore une fois, c'est vraiment le sujet clé, c'est-à-dire que ça n'est pas violent quand on n'attaque pas les gens. Bizarrement, quand on les attaque, ils se défendent. On vient leur dire, t'es complètement… C'est mon exemple avec Jacques. Si on continue à dire à Jacques que c'est qu'un ringard avec son fax, il souffrira, personne ne sortira gagnant. Si on s'assoit avec lui en disant, effectivement, on a bien compris ton souhait sincère qu'il n'y ait pas une disruption dans la chaîne d'approvisionnement, donc on va travailler ensemble pour que
tes craintes légitimes, parce que effectivement, le gars qui vient lui dire, il a foiré les 4 projets précédents d'informatique, hein, donc Jacques n'est pas totalement un abruti. Hein, donc, il se pourrait bien que Jacques soit la seule personne qui défende vraiment les intérêts de l'organisation, qui est que ça continue à marcher. Donc, arrêtons de dire à Jacques qu'il est contre le changement. Partons du principe qu'il agit en acteur rationnel local, que son souci de préserver la chaîne de production est non seulement légitime, mais qu'il faut qu'on le remercie pour ça, mais qu'on doit, avec lui, passer à autre chose en tenant compte sincèrement de ces... C'est rare que dans ces situations-là, les gens disent non, 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 moi je ne veux pas savoir, je ne veux rien entendre. Ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est très rare qu'il y ait des méchants comme ça. Très, très rare. Le méchant, souvent, c'est celui qui arrive en disant toi, tu es un abruti, toi, tu es contre le changement, toi, tu es un frein à la transformation. Vous savez, c'est nous les monstres. Hein. Moi, pendant longtemps, j'ai cherché le méchant dans les organisations. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que le fait de chercher le méchant dans l'organisation faisait que c'était moi le méchant, en fait. Parce qu'ils sont assez rares. Hein. Les gens sont rationnels à leur niveau, localement. Et quand on a compris ça, c'est le grand apport de la sociologie française. Hein. Merci Michel Crozier. Quand on a compris ça, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Les gens ne sont pas des abrutis. Ils ne sont pas contre le changement, je ne pense pas. Bon, ça arrive, il y en a, bien sûr. Alors, il y a Yvon là, qui te met un peu au défi. Concrètement, si tu avais été en 1840, comment tu aurais fait pour que les médecins se lavent les mains? Moi, j'aurais été bien meilleur que cet imbécile de Semmelweis, évidemment. Alors, bien sûr que non. Après, on peut essayer de refaire. Moi, je peux aussi vous retourner la question parce que c'est évidemment très difficile puisqu'il s'attaque à quelque chose qui est évident. Alors, ce qu'on sait de Semmelweis, c'est que c'était pas le plus fin des diplomates. Ce qu'on sait aussi, c'était plutôt un outsider parce qu'il était à Vienne, mais il n'était pas de Vienne, donc il y a des trucs qu'on jouait aussi. Ce qu'on observe dans ces situations-là, c'est que le changement est un processus social. C'est-à-dire que ce qu'on observe aussi bien, si vous regardez le schéma qui est, non, il est plus partagé, mais que j'affichais tout à l'heure, l'entrepreneur, le transformateur, l'acteur social cherche des alliés. C'est-à-dire que c'est avant tout un travail politique. Et donc, le changement des modèles mentaux au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit, c'est aller voir des gens et partager les modèles mentaux pour trouver des alliés, des gens qui vont dire « Ah ouais, je crois que tu as raison, effectivement. » Alors, il n'en suffit pas de beaucoup parce que dès qu'on a une personne, à deux, on peut faire des choses, faire des expériences. Par exemple, il aurait pu essayer de convaincre peut-être l'un des médecins en trouvant d'autres arguments, en disant écoute, je te propose, par exemple, qu'on voit, toi, tu te laves les mains pendant 15 jours, je te demande juste 15 jours, et puis on va voir le résultat sur les femmes que tu fais accoucher, et on voit ce que ça donne. C'est juste 15 jours. Après, voilà, donc, et on peut négocier, on peut même essayer une semaine et voir ce que ça donne, etc. Donc il y a le côté, la reconnaissance que la transformation des modèles mentaux, quel que soit le contexte, est un processus social. Donc là, je vous invite une nouvelle fois à le faire si vous ne la connaissez pas, à vous intéresser à la sociologie française, Calon, Latour, Acriche, avec l'innovation comme un processus d'intéressement, c'est-à-dire d'intéressement des parties prenantes. C'est un travail politique. Convaincre des gens de vous suivre sur un petit bout de chemin, c'est-à-dire qui ne représente pas de risque pour eux, risque contrôlable, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est assez général, mais c'est très puissant. Et ça, on l'observe en innovation, on l'observe en entrepreneuriat, on l'observe dans le militantisme social, dans l'activisme politique, on l'observe dans l'art, etc. C'est-à-dire, c'est la création d'une coalition, toute petite au début, puis une personne de plus, etc., qui suppose une posture d'humilité, ce qui est assez rare chez les innovateurs, entrepreneurs, activateurs, etc., puisqu'ils partent du principe qu'eux savent et que les autres ne savent pas, ce qui est très contre-productif. Alors, ce que tu viens de dire me donne envie d'aller à la question de Blandine, là. Elle dit, dans ce que vous décrivez sur le passage des prévisions de début 2020, à la manière dont certaines organisations ont pu rebondir sur le Covid, cela me fait penser au livre de François Julien, Traité de l'efficacité, où il compare les modèles stratégiques occidentaux et chinois entre prévoir et s'adapter. Et un certain nombre de personnes ont réagi, Caroline
en parlant de prévoir et maîtriser versus écouter et comprendre. Ouais. Et Linley sur command and control versus servant leadership. Alors, c'est des notions très, très différentes, mais sur François Julien, évidemment, hein, quand vous avez la pensée chinoise qui va avec le flux, euh, en fait, vous avez Clausewitz d'un côté et puis vous avez Sun Tzu de l'autre. Bon, après, il y a. Bon, mais bien sûr, mais ça n'est pas que chinois du tout d'ailleurs. C'est le seul reproche, si je puis me permettre, hein, François Julien, c'est que c'est pas exclusivement chinois du tout. De Gaulle l'a dit, ou Napoléon, on s'engage et puis on voit. Ça fait 200 ans et Napoléon a complètement bâti sa stratégie là-dessus. On s'engage et puis on voit. On voit avec le flot. Et De Gaulle a dit des choses là-dessus. Enfin, la même chose hein, sur le rôle du chef, c'est d'apprécier les circonstances. Apprécier les circonstances. C'est pas d'avoir un plan. Il hurle dans ses mémoires sur le QG qu'il y a des plans, on passe leur temps à faire des plans. Et puis évidemment, le problème des Allemands, c'est qu'ils ne respectent pas nos plans. Donc mais ça, ils n'ont jamais. Hein, c'est le problème des Allemands, ils n'ont jamais respecté nos plans. Et ça continue d'ailleurs. Alors là, il y a une constante française. Hein, c'est nous, on fait des plans, et puis les Allemands, ils ne suivent pas nos plans. Ça fait 200 ans que c'est comme ça. Mais donc, ce n'est pas que chinois. C'est un mode de pensée. Moi, je l'appelle entrepreneurial parce que je suis plutôt dans le secteur économique, mais qui est, il y a des événements et on va se couler dans l'événement, tirer parti de ce qui se passe, regarder, etc., faire un pas de côté, etc. Et c'est ce que décrit très très bien Julien dans l'efficacité, effectivement. Alors ensuite, on a Linley qui a posé deux questions qui ne sont pas sans connexité. Comment articulez-vous le modèle mental d'une organisation avec la diversité des modèles mentaux des individus qui la composent, en particulier en ces temps où les besoins d'alignement de sens et d'incarnation deviennent des conditions nécessaires pour engager les clients comme les collaborateurs? Alors, merci. Alignement. Alignement. Il faut que ce soit aligné. Ça, c'est un modèle mental. C'est-à-dire que quand on dit il faut qu'on soit aligné, c'est un modèle mental. Il n'y a rien qui dise qu'on doit être aligné. Ce n'est pas possible d'aligner 150 000 personnes. Donc, quand on dit les modèles mentaux doivent être alignés, on pose ce que l'on présente comme une nécessité universelle. Et donc là encore, j'aurais le même réflexe de dire, je peux vous citer plein d'organisations qui sont hyper performantes avec des désalignements importants. Après, il y a certains aspects qui doivent évidemment être alignés. Le management, c'est la division des tâches et puis une forme de coordination, bien évidemment, mais qui n'est pas ce qu'on va appeler l'alignement. Et c'est pour ça que c'est lié à la notion de diversité, c'est-à-dire ce qui fait la force d'une organisation, c'est un subtil équilibre entre des modèles mentaux plutôt dominants qu'on va partager, qui vont donner un sens à l'identité de l'organisation, ce qui fait qu'on ne sera pas pareil chez L'Oréal que chez Renault. Ça, on le sent bien quand on y est. Et en même temps, de laisser suffisamment d'espace pour que des expressions locales de modèles mentaux s'expriment. Donc ça, c'est lié à… Toi, tu dois connaître ça par cœur, Michel. Hein, c'est ce que Herbert Simon appelle la quasi-décomposabilité. C'est ce qui fait qu'un objet peut à la fois avoir une identité globale et une liberté locale. C'est un truc très puissant et qui n'exige pas du tout qu'il y ait cet alignement, mais qui est des mécanismes de coordination, de synchronisation entre des objets qui peuvent avoir un assez large degré d'autonomie. Et donc, c'est tout ce jeu entre suffisamment de diversité pour s'adapter aux réalités du terrain et un certain degré de centralisation, d'identité, d'unicité. Et ça, c'est très bien décrit pour les amateurs de stratégie militaire dans l'ouvrage de Michel Goya sur la façon dont l'armée française s'est adaptée au choc de 1914. Eh bien, c'est justement parce qu'elle avait une doctrine officielle qui s'est effondrée en 1914, comme on le sait, mais elle avait aussi toléré au sein des différents échelons des expérimentations locales qui n'étaient pas du tout alignées, bien au contraire, qui étaient orthogonales par rapport à la doctrine officielle sur les armes, les outils, les objets, l'avion, etc. Et ce qui fait qu'après le choc de 14, la doctrine a pu changer parce qu'elle a pu s'appuyer sur tout ce qui avait été justement pas aligné avec la doctrine officielle. L'alignement, c'est la mort. Hein,
Donc, Lynn demandait aussi quelle différence faites-vous entre culture d'entreprise, entre parenthèses, mythes, croyances, valeurs, mode de communication, langage, mode de prise de décision, et la notion de modèle mental. Alors bon, moi, je suis universitaire, donc j'adore faire des nuances de définition, etc. C'est une question qu'on a très souvent. Pour moi, pour simplifier, le modèle mental est un peu générateur de la culture, donc c'est un des drivers de la culture. La culture, c'est ce qui va se manifester effectivement hein, par des comportements, par des langages, etc. Les modèles mentaux, c'est ce qui est tout au fond et qui va faire que certains aspects culturels vont s'exprimer ou pas. Mais c'est des notions qui sont très proches, bien sûr. Je dirais que presque la seule raison pour laquelle moi, je suis fan de livres sur la culture, j'en ai lu plein, c'est absolument génial, j'adore ça. C'est que la difficulté que j'ai, c'est que moi, tu l'as dit d'ailleurs au début, ce qui m'intéresse, c'est de fournir aux managers des outils d'action. Et avec la culture, je ne sais pas faire. J'ai discuté avec un dirigeant qui me disait la culture, comment. Voilà. Le modèle mental, je sais très concrètement comment équiper un manager en 2 jours ou même moins avec des choses très concrètes qu'il ou elle pourra faire pour avoir un impact sur l'organisation. La culture, en termes d'objet d'action, de point d'entrée dans l'organisation, c'est un outil qui le plus souvent reste quand même largement descriptif et donc extrêmement intéressant. Mais moi, je cherche du prescriptif. Voilà. Et je trouve qu'en passant par le modèle mental, on a du prescriptif, en gros. En tout cas, c'est la façon dont je le. Alors, c'est une parfaite transition pour la question de Mamdou, qui est comment inviter à réfléchir sur le modèle mental des collaborateurs qui, spontanément, peuvent ne pas comprendre l'utilité de la démarche. Donc, exactement ce que tu viens de dire, c'est concrètement, en fait, comment tu interviens, comment tu agis. Alors, y a l'intervention, je dirais, qui est décidée par une équipe, etc. Donc là, c'est assez formel. Ceci dit, c'est quelque chose que les gens comprennent très vite. Et vous n'avez pas besoin de faire un cours sur les modèles mentaux pour faire du modèle mental. Ça, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que y a ce que nous, on appelle l'attrapage de modèle mental au vol. Hein. C'est qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, vous chopez et vous dites, tiens, c'est marrant que tu dises ça, parce que moi, quand tu dis ça, voilà ce que je comprends. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, Philippe, t'es pas motivé. C'est une attaque violente, hein. C'est remise en cause de mon implication, etc. Et là, vous pouvez dire, bah, tiens, quand tu dis que je ne suis pas motivé, ça m'interroge, etc., etc. Est-ce que tu ne devrais pas plutôt dire, Philippe, j'ai l'impression que tu n'es pas motivé. Parce que quand tu dis j'ai l'impression que tu n'es pas motivé, ça me permet de dire que tu juges ma motivation sur le fait que je ne me suis pas exprimé. Ah, d'accord. Donc là, tu fais un lien entre la quantité de ce que je dis et ce que tu penses être ma motivation, ce qui est intéressant. Mais à ce moment-là, moi, je peux te dire que je suis plutôt introverti. Donc en fait, je suis hyper motivé, mais je m'exprime peu. De temps en temps, je fais un truc, mais en fait, je préfère t'envoyer un mail, etc. Et là, l'objet devient gérable. D'accord. Et ça, c'est tout bête. Ça, vous pouvez le faire dès que là, on a terminé. Vous pouvez le pratiquer. Vous prenez quelqu'un dit quelque chose qui vous surprend. Vous savez, vous avez une petite réaction physique. Il y a toujours une petite réaction physique. Et là, vous dites ah, je suis surpris. Et pourquoi je suis surpris? Ah, parce que un tel a dit ça. Ah, quel sens je donne à ça? Et après, vous dites, bah, tiens, ça c'est marrant que tu dis ça, parce que quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu penses que. Ah ben non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ah d'accord, non, parce que c'est tout, ça prend, et ça peut être fait de manière très relaxe, ça peut durer 5 minutes en marge d'une discussion, et là vous avez commencé à travailler sur les modèles mentaux. C'est-à-dire le sens qu'on donne, le sens que je donne à ce que tu viens de dire, mais je m'aperçois que toi, tu ne donnais pas le même sens. Ah bah c'est marrant, bah oui, parce que toi, tu es alsacien, puis moi, je suis marseillais, donc forcément, à Marseille, on fait ça. Ah bah tiens, c'est rigolo, etc., etc. Hop, sociétal, collectif, hein, parce que chez AXA, on fait comme ça, ou chez NJ, on fait comme ça, etc. C'est tout bête. Ça se fait vraiment. Et c'est extrêmement puissant. Parce que c'est comme la brosse à dents, hein, c'est 3 minutes le matin, 3 minutes le soir, avec un énorme impact hein, au bout de quelques semaines. C'est rien de plus que ça. Et vous vous mettez dans l'équation. C'est pas l'autre qui est un abruti. C'est quel est le sens que je donne à ça? Ah, toi, tu donnes un sens différent. Ah, c'est marrant, je n'avais pas vu ça comme ça. Extrêmement puissant. Alors, on a une question de Robert et avec une réaction interne là, de Bruno qui est intéressante. C'est
Donc Robert qui dit pourquoi la sélection naturelle ne fonctionne-t-elle pas toujours avec les modèles mentaux en éliminant spontanément ceux qui ne fonctionnent pas? Et Bruno qui dit j'ai à l'inverse le sentiment qu'elle fonctionne très bien. Eh bien, parce que, alors, c'est une question super, parce que d'abord, je pense qu'elle élimine ceux qui ne fonctionnent pas et elle garde ceux qui fonctionnent. Les silos, il n'y a pas une entreprise où je vais, on me dit ah, les silos, c'est une horreur, aidez-nous à nous débarrasser des silos, c'est une catastrophe, c'est pas bien les silos, etc. Et après, quand vous demandez aux gens, mais racontez-moi les silos, ce que vous entendez par silo. Alors, ce qu'ils appellent silo, moi j'appelle ça division du travail. Alors, si on le dit comme ça, c'est plus tout à fait pareil. Silo, c'est division du travail. C'est toi, tu fais ça, et puis moi, je fais ça. Et c'est parce que toi, tu es avocat, et puis moi, je suis comptable, et non, c'est deux choses différentes. C'est mieux que moi, je suis dans la salle des comptables quand je fais la comptabilité, et puis toi, tu sois avec les juristes quand tu fais tes contrats. C'est la division du travail. C'est-à-dire que si quelque chose qui nous énerve persiste dans une organisation, c'est parce que ça sert à quelque chose. Encore une fois, on ne se met pas dans une posture de bah, c'est quand même aberrant. Non, ce n'est pas aberrant. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Il y a une rationalité locale des gens et des situations. Et s'il y a encore des silos, c'est que ça sert à quelque chose. Et quand je discute de ça, on finit par conclure avec les gens avec qui je bosse qu'effectivement, les silos sont la raison pour laquelle l'organisation réussit à fonctionner. C'est la division du travail, c'est la performance économique. Une fois qu'on a dit ça, on va dire, effectivement, il y a aussi des situations dans lesquelles les silos sont un obstacle, c'est-à-dire tout ce qui nécessite évidemment un travail transverse. Là, le silo est contre-productif. Mais si l'évolution naturelle, la sélection naturelle n'a pas supprimé le silo, c'est qu'elle avait une bonne raison de le garder. C'est que les boîtes qui ont des bons silos sont aussi des boîtes qui sont performantes. Après, elles ne sont peut-être pas super innovantes. Donc, peut-on imaginer un moyen dans lequel on va pouvoir garder nos silos et notre performance, mais tracer des liens entre les silos, etc., etc. Et là, on réouvre un espace de créativité organisationnelle, etc. La deuxième chose que je voulais dire sur la sélection, parce que ça, c'est un sujet qui est très important, la sélection naturelle ne s'est pas basée sur l'intelligence. Alors, je sais que bon, ce n'est pas un truc qu'on a envie de s'avouer, hein, c'est que et Harari, je crois que ce n'est pas Harari, il y a un ethnologue qui a fait un papier là-dessus tout à fait fascinant. Il dit on pense que la sélection naturelle a favorisé les plus intelligents. C'est complètement faux. D'accord, on sait tous que le gars qui est super intelligent et qui pense que les autres sont des abrutis, il est tout seul au fond de la cafétéria à boire son truc, sauf si c'est le chef. Mais en général, ce qui favorise la survie et la transmission des gènes, ce n'est pas l'intelligence, c'est la fonction sociale, fondamentalement. C'est-à-dire qu'il faut faire partie d'un groupe pour survivre. Et donc, il vaut mieux avoir tort avec un groupe qui vous donne à manger que raison tout seul et crever de faim. C'est un truc fondamental de l'évolution humaine. Alors, on peut trouver ça très triste, mais c'est comme ça. Et ça explique pourquoi, justement, le changement est parfois difficile. C'est parce qu'il vaut mieux, encore une fois, avoir tort avec le groupe qui vous donne à manger qu'avoir raison tout seul. Et ça, voilà. C'est pour ça que les modèles mentaux persistent, parce que tant que le groupe n'a pas été décimé à cause de son modèle mental foireux, eh ben, le groupe va continuer, il va trouver que le modèle mental marche très très bien, il va être capable de nourrir plein de gens et qui auront dit bah ouais, là au moins on a chaud, on mange. C'est peut-être pas exactement comme ça que je voyais le monde, mais que voulez-vous, je suis nourri. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça de manière péjorative, hein, la survie, c'est la fonction de base de l'être humain, hein, donc moi je ne reproche rien. Hein. Je propose qu'on fasse Allez, le rituel. Le rituel de l'au revoir sous Zoom. Merci beaucoup, bonne soirée et protégez-vous bien. Merci encore.